Bonjour à tous, nous sommes avec Madame Eva Bernacke, qui est la CEO de Eutelsat. Écoutez, ravi de vous avoir ici. Moi, j'ai un tas de questions à vous poser. La première, c'est donnez-nous votre vision de l'état de la compétitivité actuelle en matière de satellites et comment vous vous positionnez. Alors, Eutelsat fait partie de ces grosses entreprises classiques dans le géostationnaire. Et on a eu un business historique qui avait à la fois du audiovisuel, la télé par satellite, mais aussi une business qui se développe, mais d'une manière très forte, autour de la connectivité. On se retrouve face à des nouveaux concurrents dans ces marchés-là. On en a les 5 qu'on a toujours connus, qui sont à peu près comme nous, mais on voit de nouveaux concurrents arriver. C'est d'abord les 2 Américains, Starlink, qui est déjà lancé avec son constellation en orbite basse, et on a Kuiper qui se lance derrière. Alors ça, c'est deux concurrents dans le marché qui a une approche très différente de celle qu'on a. Ils ont intégré verticalement, ils font tout eux-mêmes, ils ont beaucoup d'argent derrière eux et ils vont très vite. Après, on voit aussi d'autres concurrents dans ce qui peut être un peu plus nommé les innovateurs du New Space. C'est surtout des petites satellites qui essayent de faire d'autres choses que du Internet of Things ou d'autres choses. Et on voit aussi arriver d'autres États souverains comme les Chinois qui commencent à se lancer sur ces marchés de satellites. Alors c'est vraiment un marché où la concurrence est très dynamique. Est-ce qu'il y a des choix technologiques différents? C'est-à-dire que vous allez avoir à terme, je crois, 700 satellites. Starlink va en avoir 40 000, on ne sait pas quand, mais il va finir par en avoir en tout cas quelques dizaines de milliers, ce qui ne va pas se poser de problème sur le recouvrement des orbites. Kuiper en aura 3 000, il y a d'autres projets dans le même style. Est-ce qu'il y a des choix technologiques, des paris technologiques qui sont de nature différente? Il y a beaucoup de paris technologiques dans l'espace. Il y a d'abord l'orbite. Et là, on parle surtout des orbites basses, mais les orbites basses entre 600 km où se trouve Starlink et 1200 km où se trouve OneWeb, ça donne déjà une grosse différence en nombre de satellites. Nous, on arrive à couvrir le monde avec à peu près 350, 400 satellites. Et si on met 550 ou 600, on est vraiment très bien couvert. Musk va avoir besoin de plusieurs milliers de satellites pour simplement avoir la couverture mondiale. Et en plus, il faut lancer plus. C'est des plus petites satellites, mais il faut lancer plus pour donner de la capacité. Kuiper va être plus proche du Starlink que nous, alors il a besoin de milliers de satellites aussi. Et si on va encore plus haut, comme le choix des SES, d'aller sur les MEO, qui est 8000 km, il peut couvrir les mondes avec une vingtaine de satellites. Pour le moment, il a 10-11 pour couvrir partiellement la Terre, mais couvrir avec beaucoup moins de satellites. Si on prend l'extrême, pour aller au géo, si on voulait couvrir le monde avec des satellites géostationnaires, il fallait 3. D'accord. Alors ça, c'est déjà un premier choix. Après, on voit la technologie qui arrive avec ce qu'on appelle la flexibilité, le software defined satellite, qui arrive en fait à concentrer la capacité satellitaire dans les spots. Plutôt qu'être la grande cône, qui était les satellites qui a arrosé des grandes ellipses des cônes. Oui. Aujourd'hui, en fait, la dernière satellite qu'on a lancée, les Connect VHTS, a 230 cônes, ou des petites cônes qu'on peut concentrer. Alors, on peut le mettre au-dessus une camp militaire ou une village qui a besoin de la connectivité et donner plus de capacité. Et ça veut dire que c'est plus efficace parce qu'on vend, on peut concentrer la capacité là où on peut le vendre. D'accord, ça améliore les performances commerciales de votre système. C'est ça. Est-ce que ça améliore aussi les capacités de militariser tout ce système? C'est-à-dire que quand vous avez un petit faisceau qui va descendre sur, comme vous évoquez, sur un camp militaire ou une zone de guerre, par exemple, c'est quelque chose qui peut se révéler beaucoup plus intéressant sur le plan militaro-stratégique. Ça aussi, mais ce qui intéresse surtout les militaires, c'est aussi ce qui arrive dans la 2e génération, c'est les liens entre satellitaires. Parce que c'est que souvent, et ça c'est la même chose pour tous les systèmes satellitaires, ça monte et ça redescend. Et ça veut dire que c'est un bended leg, mais ça redescend par terre. Et ce qui aime bien les militaires, c'est que ça monte au satellite, et puis ça passe à satellite, jusqu'à peut descendre en France ou aux US, mais descendre sur sol souverain. Et ça vient avec la nouvelle génération qui ont des liens entre satellitaires. Vous avez évoqué il n'y a pas très longtemps le fait que OneWeb sera en mesure, je pense vers la fin de l'année ou en tout cas dans quelques mois, lorsque vous aurez fait tous vos lancements de la première série satellite, de servir l'Ukraine, c'est-à-dire d'apporter un peu ce qu'apporte Starlink aujourd'hui. C'en est où ce projet et quelle sera la réalité sur le terrain? La réalité, c'est que quand la guerre en Ukraine a éclaté, OneWeb manquait 5 lancements.
C'était le lancement prévu des Baïkonour, qui sont à Kazakhstan, mais sur une base militaire russe. Et ces lancements-là ont été arrêtés. Alors OneWeb a dû aller chercher 5 autres lancements qui sont maintenant presque faits. Il nous manque 2. Et quand ces dernières 2 sont faits, on va pouvoir aussi allumer la capacité au-dessus de l'Ukraine. Alors cet été, on va commencer à avoir de la capacité au-dessus de l'Ukraine et c'est ça qu'on a annoncé, ou OneWeb a annoncé la semaine dernière, avec un accord pour commencer aussi à commercialiser et donner de la capacité satellitaire pour l'Ukraine. En termes de clientèle servie avec OneWeb, est-ce que vous avez la même philosophie qu'avec Starlink ou est-ce que vous avez des spécificités et comment ces spécificités se traduiront-elles en termes de marge pour l'entreprise? Nous, on a choisi notre stratégie de clientèle. Starlink a commencé au marché grand public, le B2C, avec un produit très standard. Meilleur effort, produit très standard. Un seul type de terminal. C'est qui lui a permis d'industrialiser la production des terminaux parce qu'il produisait qu'une seule, un peu comme les Ford au début des voitures. Nous, on a choisi une stratégie du B2B. Ça veut dire qu'on va vers les marchés professionnels. Ça veut dire que dans la mobilité, on va vers des entreprises qui font du cruise ships ou la flotte maritime. Pour l'aérien, on travaille avec les installateurs comme Airbus qui installent des terminaux sur les avions. On va sur du marché du professionnel avec une qualité de service et avec aussi une portefeuille de terminaux adaptés. On a un terminal adapté pour les cruises maritimes. On a un terminal adapté pour les militaires. On a même une terminal portable pour ce qu'on appelle le manpack dans les militaires et une terminal portable pour les militaires avec la haute sécurité. Alors ça veut dire qu'on a plus de complexité sur les terminaux où on travaille avec l'industrie sur plusieurs types de terminaux. On a des paraboliques qui sont assez efficaces, mais on a aussi des terminaux plates, mais pas aussi standardisés pour les grands publics comme fait Starlink. Alors nous on va on estime que c'est à peu près 70% de marché qui sont du B2B, 3 segments qui sont tout ce qui est entreprise et besoin de connectivité fixe, les marchés de mobilité et les marchés gouvernementaux. Alors il y a tout ce débat constant, notamment en France et évidemment en Europe, sur la souveraineté. Et là, l'Europe est quand même confrontée à une crise extraordinaire sur les lanceurs. C'est-à-dire qu'on n'a plus de lanceurs, en gros, entre l'échec de Vega C, le retard invraisemblable d'Ariane. Votre vie à ce niveau-là doit être extrêmement compliquée parce que vous vous retrouvez à devoir lancer vos satellites avec des gens qui, par exemple, pour SpaceX, vont également être vos compétiteurs. Comment vous arrangez tout ça? Oui, c'est clair qu'il y a une pénurie des lanceurs souveraineté européenne actuellement avec l'attente qu'on a sur Ariane 6. Il va finir par arriver, mais aussi la capacité que va avoir Ariane 6 au début. Il va simplement pas pouvoir fournir beaucoup de capacités de lancement dans son premier temps. On espère bien que ça va monter en puissance, mais avec les échecs de Vega C et aussi la manque de disponibilité de Soyuz, qui était une très bonne lanceur aussi, on a un vrai problème des lanceurs proposés en Europe. Alors nous, on a toujours eu une stratégie de multiples fournisseurs. Alors on est allé chercher plus de lancements chez SpaceX. On a même aussi des discussions avec Blue Origin et pour OneWeb, on est aussi allé chercher des lanceurs en Inde, chez ISRO. Et heureusement, ils ont pu fournir, ils ont été volontaires pour fournir. Et SpaceX voit aussi ça comme un business qui fait entrer quand même un peu des cash pour financer les restes des SpaceX. Mais c'est clair qu'un jour où ils nous voient trop comme concurrents, est-ce qu'ils ont la même volonté ou les mêmes fairness autour du pricing? Et ça devient une grosse question. Et on a vraiment besoin de revenir aussi avec une capacité des lanceurs européens. Est-ce que vous redoutez beaucoup les GAFAM dans l'industrie spatiale? On voit Amazon qui veut se positionner sur le segment sol. On voit Microsoft Azure qui également veut se positionner sur la même chose. On a Google qui a fait un accord, en tout cas un pacte de non-agression avec Starlink. Tous ces gens-là ont des capacités de construire, ils ont beaucoup de capitaux, donc de construire des segments sol assez puissants, de les relier avec leur propre infrastructure de fibre optique et de câbles transatlantiques. Est-ce que pour vous pensez que les GAFAM risquent, notamment dans le domaine des services, de prendre des positions préoccupantes pour votre business? Je pense que vous touchez un point très important qui est la partie sol. Les segments sol, c'est un endroit où en fait aussi en Europe, c'est même pas un problème d'une entreprise qui doit se remettre, mais on a peu
des entreprises qui s'intéressent au segment sol, aux terminaux, au segment les basebands. Et là, on est presque forcé d'aller voir des Américains ou des Asiatiques pour cette partie-là. Et on espère vraiment que toutes ces discussions autour de souveraineté IRIS2 va aussi pouvoir faire émerger des entreprises européennes qui s'y intéressent aussi. Et nous, on est aussi en train de se poser la question, quelle est la partie du IP que nous, on devrait contrôler pour être sûr de ne pas avoir une situation comme vous le décrit. Très bien. Écoutez, merci infiniment. Merci à vous. Précision.